Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'espace studio de Mediapart pour un nouveau débat consacré aux questions internationales. Aujourd'hui, nous allons faire le lien entre l'élection de Donald Trump aux États-Unis et la droitisation en Europe centrale. Pour en débattre, j'ai autour de moi trois invités, l'historienne Catherine Aurel, spécialiste de la Hongrie et de l'Europe centrale, Ludovic Lepelletier-Koutachi, également spécialiste de la Hongrie et géographe, et Cédric Pelen, chercheur en sciences politiques, spécialiste lui de la Pologne. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors pour commencer, nous allons parler évidemment de l'Europe centrale et comment cette partie de l'Europe voit la victoire de Donald Trump et comment elle pourrait être influencée par cette élection. Et donc je me tourne vers vous, Ludovic Lepelletier-Koutachi. Donc je précise au passage que vous êtes doctorant à l'université de Tours. Vous êtes chercheur rattaché également au CEFRES, le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague. Et vous faites également partie de l'équipe de Oulala, un site internet francophone créé il y a quelques mois et où l'on trouve tout un tas d'informations sur l'Europe centrale. Alors comment l'élection de Donald Trump a-t-elle été perçue en Hongrie et par le parti au pouvoir, la droite ultra-conservatrice du Fidesz? Alors en fait, c'était presque un non-événement, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regardait, que ce soit la presse, etc., les unes, bon, forcément, ils ont fait leur une sur l'élection de Trump, hein, comme en France d'ailleurs. Mais du côté de la population, ça a été reçu de façon assez passive. Et étonnamment aussi du côté du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a eu un communiqué de félicitations, comme il est d'usage, de la part de Viktor Orban, donc félicitant Donald Trump, rappelant au passage qu'il est l'un des représentants des démocraties libérales et que de ce point de vue-là, c'était plutôt une bonne nouvelle pour ce camp-là. Mais il n'y a pas eu de triomphalisme exprimé de la part du chef du gouvernement hongrois. Et c'était, voilà, donc d'autant plus qu'on est dans une situation où on est à quelques semaines après le référendum, qu'avant il y a eu effectivement... Référendum sur les réfugiés, donc sur les quotas de migrants. Réfugiés, c'était donc au début du mois d'octobre où il y a eu comme ça un certain nombre de provocations qui ont pu émaner comme du Viktor Orban et puis de tous les cadres du Fidesz. Et puis on a l'impression que le soufflet est retombé, qu'il n'a plus trop besoin de verser dans la provocation comme jusqu'à présent. Il avait affiché son soutien à Donald Trump lors d'une journée organisée à Băile-Tușnad en Roumanie, je crois que c'était au début de l'été. On aurait pu s'attendre à ce qu'il accueille la nouvelle avec beaucoup plus de satisfaction. Je pense que ça s'explique aussi avec une opinion publique hongroise qui était majoritairement acquise aux démocrates. Oui, parce que pendant la campagne électorale de Donald Trump, quand même, il s'était exprimé en faveur du candidat républicain. Il avait parlé d'un brave candidat, je cite, dont l'accession à la Maison-Blanche serait une bénédiction pour le vieux continent. Donc il avait quand même clairement affiché ses positions. Oui, parce que Orban, c'est quelqu'un qui se situe quand même dans une tradition politique qui est hostile justement à la démocratie building telle que pratiquée par les démocrates pendant quand même plusieurs décennies. Et que pour lui, c'est pas tant l'élection de Trump qu'une bonne nouvelle, même si c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est plutôt la défaite d'Hillary Clinton et de l'un de ses meilleurs ennemis qui s'appelle George Soros et de toute l'influence qu'il pouvait avoir sur les affaires des gouvernements centro-européens, etc. Donc lui, c'est un soulagement que Clinton ne soit pas élu parce qu'effectivement, il aurait dû composer avec et ça aurait compliqué la donne pour lui. Cédric Pelen, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes chercheur en sciences politiques, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Vous étudiez la Pologne depuis des années, vous suivez la politique polonaise. Comment l'élection de Donald Trump a été perçue à Varsovie? Est-ce qu'on a observé des réactions similaires à ce qu'a décrit Ludovic Lepelletier-Koutachi sur la Hongrie? Je crois que la première réaction, un peu comme partout, c'était de la surprise, puisqu'on n'attendait pas forcément une victoire de Trump, et les médias polonais, comme les médias français, semblaient assez persuadés qu'au final, ce serait une victoire d'Hillary Clinton. Alors, on n'a pas eu de triomphalisme non plus du côté polonais. Le gouvernement et la majorité n'avaient pas aussi clairement pris position en faveur de Donald Trump. Mais récemment, dans une interview à Reuters, par exemple, la première ministre Beata Szydło s'est quand même félicitée de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, espérant qu'au final, cela permettrait de renforcer encore davantage les liens entre la Pologne et les États-Unis, et même traçant une certaine analogie en voyant dans Trump, justement, une sorte de double américain de droit et justice, et en disant qu'il y avait beaucoup de parallèles entre Trump et droit et justice. Par contre, pendant la campagne présidentielle, on n'a pas eu au point quand même de ce qui a été décrit en Hongrie, de prise de position claire pour un ou l'autre des candidats.
Mais Andrzej Duda, le président de la République, comme Beata Szydło, ont félicité Donald Trump et se sont dit certains qu'avec lui, ils pourraient collaborer dans des très bonnes conditions. À ce sujet, je suis tombée sur une interview du ministre polonais des Affaires étrangères, Witold Waszczykowski, donc une interview assez intéressante. Donc c'était le lendemain des résultats, et il dit aujourd'hui, je peux reconnaître que nous avions des gens dans le camp de Trump. Cependant, tant que les résultats n'étaient pas annoncés, nous devions assurer une position neutre. Donc effectivement, ils n'ont pas fait, le PiS, le Parti droit et justice, n'a pas fait campagne pour Trump, mais des liens sont avérés, ou en tout cas, le ministre des Affaires étrangères lui-même le dit. Et il ajoute à la question du journaliste, donc c'est une interview qui a été diffusée sur la télévision publique polonaise TVP, le journaliste lui demande si le gouvernement a des contacts téléphoniques avec Trump ou avec son entourage le plus proche, son cercle immédiat, et le ministre répond oui, évidemment. Oui, effectivement. Après, bon, il aurait été intéressant de voir ce qu'ils auraient dit si Hillary Clinton avait gagné l'élection présidentielle. On n'a pas de possibilité de vérifier qu'ils n'auraient pas dit à peu près la même chose. Bon, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a un certain soulagement d'une partie du Parti droit et justice, parce qu'il y a effectivement des relations qui étaient quand même complexes avec l'administration Obama, notamment sur la question du respect de l'état de droit. Et donc, il y a une certaine, de ce point de vue-là, confiance sur le fait que peut-être Donald Trump sera moins embêtant ou désagréable sur ces questions-là. Et puis, bien sûr, on en reparlera, je pense, une convergence aussi sur certains postulats idéologiques, même s'il y a aussi des divergences. Mais oui, globalement, Andrzej Duda, comme Beata Szydło et comme donc les membres du gouvernement, le président, la première ministre et les principaux cadres du Parti droit et justice expriment plutôt leur satisfaction et, comme je l'ai dit, leur certitude que ce soit au final plutôt une bonne nouvelle pour la Pologne et pour sa position internationale. Et je vois que vous avez amené également des magazines, justement des hebdomadaires publiés juste avant l'élection, où l'on voit effectivement combien cette élection a été suivie en Pologne, hein, et combien pour les Polonais, elle pouvait effectivement évoquer des choses par rapport à leur gouvernement actuel. On reviendra évidemment plus tard sur les convergences éventuellement idéologiques, mais si on peut parler de ces deux unes, donc je vais les montrer peut-être devant la caméra. Donc ça c'est Newsweek, c'est un des principaux hebdomadaires polonais, plutôt libéral, je dirais, d'orientation, avec donc une moitié de Kaczynski, le chef du parti PiS, le parti conservateur au pouvoir, et une moitié de Donald Trump. Et avec ce titre, pardon, c'est l'inverse, avec ce titre, est-ce que le monde est devenu fou? Czy świat oszalał? Et puis Polityka, également hebdomadaire libéral assez ouvert. America, jak Polska podzielona, l'Amérique comme la Pologne divisée. Bon, je pense qu'il y a un intérêt très fort pour les élections américaines en Pologne, c'est certain, mais dans la plupart des pays européens, c'est une élection, on voit bien en France, hein, qui a aussi suscité beaucoup de passion, de débats. En Pologne, il y a eu effectivement beaucoup de comparaisons avec les situations politiques, en disant voilà le coup de tonnerre politique qu'a pu être l'arrivée au pouvoir de droit et justice l'année dernière, peut-être que les États-Unis vont également connaître un coup de tonnerre du même ordre. Et donc on voit que dans ces deux journaux, on a vraiment cette volonté de comparer les situations en disant qu'au final, ce qui se passe aux États-Unis, notamment ce durcissement du débat politique, des échanges, parce que c'est aussi de ça dont il est question dans ces numéros qui sont sortis avant le résultat. Il parle beaucoup de la campagne qui était très dure, très agressif, de dire comment est-ce qu'on va réconcilier au final ces différents camps. Et ça, effectivement, ça fait écho à la situation actuelle en Pologne, où on voit un durcissement du débat politique et l'impression d'une société qui se divise vraiment selon des lignes de clivage très nettes. Donc ça, effectivement, il y avait beaucoup de comparaisons sur ce niveau-là, sur la dureté du débat politique et la radicalisation peut-être d'une frange de la droite conservatrice. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que évidemment ces pays-là sont traditionnellement des pays qu'on pourrait considérer comme atlantistes, qui ont toujours eu des liens assez forts avec les États-Unis. Il y a, alors là on vient de parler évidemment de la Hongrie et de la Pologne, il y a aussi dans ce groupe de pays la Slovaquie notamment, qui a accueilli plutôt favorablement la victoire de Donald Trump. Et dans un entretien paru ces jours-ci dans le site européen d'information EU Observer, le ministre slovaque des Affaires européennes, Ivan Korczok, qui est en charge de la présidence tournante de l'Union européenne actuellement, indique que l'Union européenne ne devrait pas, je cite, être obsédée par la spéculation sur ce que va être la politique américaine, puisqu'il n'y a encore aucune preuve sur ce que sera le programme de Trump. Les États-Unis, souligne ce ministre slovaque, sont plus qu'un partenaire, c'est un allié clé.
Alors je me tourne vers vous, Catherine Aurel, puisque vous êtes historienne, vous êtes directrice de recherche au CNRS et avec votre regard d'historienne, est-ce que vous pourriez nous dire finalement à quand remontent ces liens transatlantiques de l'Europe centrale et est-ce que ces liens vous paraissent-ils toujours aussi solides aujourd'hui ? Alors, avant de parler de liens transatlantiques, on pourrait peut-être parler de liens occidental tout court. Et alors là, il faudrait remonter à bien plus loin que 1945 et il faudrait aller au-delà du 19e siècle. Et bon, je vais pas faire un cours d'histoire sur la conception de l'Occident qu'ont ces pays. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que, notamment chez les Hongrois et les Polonais, il y a toujours eu, dans la façon dont ils conçoivent l'Europe, et même, alors au-delà dont ils conçoivent le monde, mais plutôt dont ils conçoivent l'Europe, toujours un balancement entre la question de savoir si on est occidental ou si on est oriental. Et chez les deux civilisations, dans les deux pays, que ce soit dans la littérature, dans la science politique, il y a toujours eu un balancier entre les périodes où l'Occident vous trahit, où l'Occident se coupe de vous, alors on pense évidemment au rideau de fer, mais ça a des précédents bien avant. Et puis une période où, au contraire, on est avec l'Occident en phase. Et là, on est donc dans une période où on est en phase avec l'Occident, puisque tous les pays dont nous venons de parler, et les autres aussi, l'Europe orientale, sont membres de l'Union européenne. Donc on pourrait dire, bon, la question est résolue, tout le monde est à l'ouest. Et en fait, on voit très bien, et notamment dans les déclarations de Viktor Orban, avec son admiration pour Vladimir Poutine, et puis quelques déclarations qu'il a faites par ailleurs, mais c'est valable aussi chez les Polonais, il y a le tropisme oriental qui régulièrement revient. Et donc, dès que l'Occident, ou alors Bruxelles, pour reprendre les paroles de Viktor Orban, déçoit ou ne produit pas ce que l'on veut, on a le balancier qui repart à l'est. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en mémoire. Toutefois, bien sûr, depuis 1999, ces pays sont membres de l'OTAN et donc ils ont été membres de l'OTAN avant d'être membres de l'Union européenne. Et là, il y avait évidemment la nécessité en 1989, au moment de la transition démocratique, de se retrouver sous le parapluie protecteur des États-Unis, du monde occidental et de l'OTAN. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et bon, on va voir ce que va faire le président américain, qui a peut-être des tendances un petit peu isolationnistes ou qui considère que les Américains devraient se concentrer sur ce qui se passe chez eux et ne plus tellement se mêler de ce qui se passe ailleurs. Il faut voir si ça va susciter une inquiétude, justement, dans nos pays d'Europe centrale et orientale. Mais je dirais que pour le moment, sur ce plan-là, il n'y a pas de changement dans la politique. Il y a malgré tout quand même effectivement des déclarations de Donald Trump qui donnent à penser qu'il pourrait y avoir des conséquences assez directes pour ces pays. Notamment pendant sa campagne électorale, Donald Trump a dit qu'il allait mettre l'OTAN au service de la lutte contre l'immigration, au service de la protection des frontières. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été plutôt bien perçu par Viktor Orban. Et puis, il a surtout dit qu'en cas d'attaque des membres de l'OTAN, il vérifierait, avant d'impliquer les États-Unis, que les pays qui ont besoin de l'OTAN aient bien respecté leurs obligations à leur égard. Alors, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, en Pologne, qui est analysé? Est-ce que c'est quelque chose que les élites ou le pouvoir politique craignent, un désengagement au sein de l'OTAN des États-Unis? Oui, je crois que c'est la question centrale et peut-être une différence forte entre la Pologne et la Hongrie. C'est-à-dire qu'en Pologne, vraiment, cette question de la sécurité et notamment la question du rapport à la Russie n'est pas du tout appréhendée de la même manière qu'en Hongrie. Et le gouvernement, la majorité actuelle en Pologne est très résolument anti-russe et attend effectivement un engagement fort de la part de Trump sur l'OTAN. Le maintien de ce qui avait été arraché lors du dernier sommet de l'OTAN à Varsovie, c'est-à-dire cette idée d'avoir des troupes effectivement basées en Pologne. Et c'est d'ailleurs sur ces questions-là qu'ont porté les premiers échanges, visiblement, si l'on en croit la presse, entre le président Andrzej Duda et donc le président élu Donald Trump. Donc pour les Polonais, il y a quand même une crainte effectivement de cette politique potentiellement plus isolationniste de Donald Trump et une vraie volonté que l'OTAN confirme ses engagements et reste présent et continue à percevoir la Pologne comme un allié important en Europe. Donc à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, du côté polonais, il y a quand même une certaine inquiétude par rapport à la politique étrangère de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas également une inquiétude par rapport à ces déclarations également sur l'Ukraine et la Crimée ?
enjeu qui concerne énormément les Polonais, en tout cas un dossier qu'ils ont à cœur. Donald Trump a dit qu'il pouvait remettre en cause, qu'il pouvait accepter et reconnaître l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie. Il y a une inquiétude par rapport à une prise de position de Donald Trump, disant qu'il faudrait davantage collaborer avec Poutine pour une politique américaine à l'égard de la Russie beaucoup plus souple. Ça suscite beaucoup d'inquiétude en Pologne, particulièrement par rapport à l'Ukraine et donc également par rapport aux engagements de l'OTAN sur la frontière orientale de l'Union européenne et donc au final de l'Alliance elle-même, des engagements qui ont été pris l'année dernière. Donc il y a une vraie inquiétude à ce niveau-là, ce qui explique peut-être d'ailleurs qu'il n'y ait pas un enthousiasme non plus débordant et que beaucoup attendent de voir quelle sera concrètement la politique étrangère des États-Unis sous Trump, parce que là-dessus, le ministre slovaque a quand même, il me semble, raison, c'est que la réalité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose à l'heure actuelle. Mais ce que disent les dirigeants polonais à l'heure actuelle, c'est que justement, ils font tout leur possible pour s'assurer que les États-Unis respecteront leurs engagements au sein de l'OTAN, renforceront leur partenariat avec la Pologne, et particulièrement sur les questions de défense, et de leur côté, essayent de donner des gages, justement, aux États-Unis, en rappelant qu'ils renforcent leur politique d'armement et qu'ils sont pour une collaboration plus forte avec les États-Unis. Mais il y a une vraie crainte à ce niveau-là qu'on peut sentir actuellement. Ludovic, je pense qu'il y a aussi une donnée qu'on oublie souvent quand on parle de Viktor Orban, c'est qu'on le dépeint comme un anti-européiste, etc., quelqu'un qui s'oppose à l'Union européenne. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est profondément européen parce qu'il s'inscrit dans le débat européen. Et que de ce point de vue, l'élection de Trump est aussi accueillie comme une plutôt bonne nouvelle parce que c'est la fin de l'ingérence des démocrates dans les affaires de l'UE. C'est la fin, effectivement, comme le disait Cédric Pleven sur l'ingérence de l'administration américaine par rapport aux questions d'état de droit. C'est la fin de tout ça. Et donc Orban, en fait, ce qu'il voit, c'est que l'Europe, c'est plutôt un ensemble stable, qu'il n'y a pas effectivement à craindre de la Russie. Alors après, il n'est pas russophile du point de vue... il sait très bien que sa population, notamment, elle est farouchement plutôt pro-occidentale et plutôt russophobe et plutôt très pro-européenne. Il faut toujours le rappeler. Oui, il y a quand même un héritage de la période communiste. Et on l'oublie souvent quand on parle des Hongrois, on oublie quand même que c'est une population qui est fermement ancrée de ce côté-là de l'Europe. Et que du coup la victoire de Trump doit être analysée de ce point de vue-là, c'est-à-dire plutôt une satisfaction parce que c'est la fin de l'ingérence, et puis surtout le fait de pouvoir investir le débat public européen et de pousser ce groupe de Visegrad pour qu'ils imposent leur agenda aux pays occidentaux. Et je pense que c'est ça que Orban il vise plutôt. Je vous vois acquiescer, Catherine Aurel, c'est effectivement ce que oui, et vous puis partagez. Orban se voit conforté finalement sur beaucoup de fronts, puisque non seulement dans la région, il se voit conforté par les élections récentes qui ont amené au pouvoir dans les pays voisins des gens qui sont plutôt proches de lui, donc il peut dire à tout le monde, j'ai raison, vous voyez, c'est moi qui suis dans le droit chemin. Il y a notamment l'élection en Slovaquie. Absolument. Mais puis là, il est allé en Serbie encore il y a quelques jours. Donc, il a une vraie politique régionale une politique régionale qui est inscrite dans l'Union européenne. Ça c'est absolument vrai. Et au contraire, c'est plutôt essayer d'enfoncer un coin dans l'Union européenne que de la quitter. Ça, il en est pas question. Donc il se voit conforté. Et évidemment, la relation que les Hongrois ont avec la Russie, elle est, alors là aussi, ça date du 19e siècle, mais les gens sont foncièrement anti-russes. Et ce qui fait partie des incohérences de Orban, c'est qu'effectivement, il va aller dire que le communisme est le mal absolu, que la Hongrie en a souffert terriblement. Les mises en scène des commémorations de 1956, c'était absolument ça. Et dans le même temps, il tend la main à un ancien officier du KGB, Vladimir Poutine. Donc, il n'est pas à l'abri de ce genre d'incohérence, mais il y a quand même toujours un fil directeur qui est cette politique européenne dont on parlait à l'instant, et finalement un grand pragmatisme. Et il attend de voir, là, en ce qui concerne Trump, je pense, c'est ce qu'on disait également pour la Pologne, dans quel sens le vent va tourner, et il s'orientera en fonction du vent. En tout cas, c'est une nouvelle période de relations américano-hongroises qui s'ouvre, quoi. Plutôt un rapprochement qu'un éloignement.
Mais il y a toujours eu de la part de Ouais. la Hongrie une bonne entente avec les Républicains. Bush père était très présent au moment de la transition démocratique de 1989. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, dans les élites, notamment au ministère des Affaires étrangères hongrois, sont des choses qui comptent. D'accord. Puis Reagan a sa statue entre le Parlement Absolument. et la place de la Absolument. Liberté, Absolument. une statue un peu Ouais. plus Oui. de taille humaine, un peu plus élevée, donc c'est quand même un signe assez fort. Et puis c'est quelque chose évidemment qu'on retrouve aussi sur la Pologne et Ouais, les en- élites polonaises. Il y a quand même beaucoup de va-et-vient, Non, il y a une continuité Ouais. de la politique atlantiste en Ouais. termes d'affaires étrangères et de défense en Pologne, indépendamment des gouvernements. Quand les sociodémocrates étaient au pouvoir jusqu'en 2005, ils ont participé à la coalition en Irak et c'était parmi les soutiens les plus forts à la politique étrangère de George Bush, fils cette fois. Donc on voit qu'effectivement il y a une continuité à ce niveau-là. Après, les petites phrases de contentement, de satisfaction, de comparaison entre Trump c'est comme droit et justice, mais aux États-Unis, bon, on n'aurait certainement pas entendu ça avec un autre gouvernement, mais dans tous les cas, effectivement, il est inenvisageable de remettre en cause le partenariat qu'on aime à penser comme privilégié en Pologne avec les États-Unis, quel que soit le président. Et là-dessus, effectivement, je ne pense pas qu'on aurait eu forcément une réaction radicalement singulière de la part d'un autre gouvernement, même si on a ces petites phrases de contentement, de satisfaction, qui, elles, n'auraient pas eu lieu avec Plateforme Civique, l'autre parti qui était au pouvoir précédemment. Bien sûr. Alors justement, maintenant, on pourrait revenir sur les parallèles et les divergences d'un point de vue idéologique entre ce que représente Donald Trump aux États-Unis et ce que représente le PiS, donc droit et justice en Pologne, ou le Fidesz en Hongrie. Est-ce que, d'après vous, il y a vraiment des dynamiques communes à ces différents mouvements politiques ? Catherine Aurel, peut-être ? Si on regarde, évidemment, l'une des choses qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le problème des réfugiés. Et alors l'histoire du mur, évidemment, on pourrait dire que Orban a fait le mur avant Trump, avec ces contrôles à la frontière qui ont parfois extrêmement mal tourné, avec des violences contre les réfugiés, mais des violences aussi de la part des autres polices des autres pays. Hein. Bon, on parle toujours de la Hongrie, mais les policiers serbes n'ont pas forcément été toujours très légers dans cette affaire-là non plus. Donc ça, c'est une première chose qui vient à l'esprit, sachant qu'on a quand même une différence énorme, c'est que les Mexicains aux États-Unis, ce sont les voisins. Et puis, il y a déjà une population hispanophone énorme aux États-Unis, alors que là, c'est une population de gens qui viennent de loin et qui n'ont pas de tradition de voisinage et de langue et de religion et de tout ce qu'on veut avec les populations d'Europe centrale. Donc là, il y a quand même une différence fondamentale. Sur les autres questions qui seraient questions religieuses ou vraiment alors idéologie, non, là, je crois que là, il n'y a pas beaucoup de parallèles, même si évidemment la Hongrie insiste dans sa constitution sur les valeurs chrétiennes et des choses comme ça. Bon, on peut retrouver dans l'entourage de Trump et dans les votants, dans les électeurs de Trump, évidemment, des gens qui ont voté aussi pour ce genre d'idéologie. Mais là, le premier parallèle, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la question des réfugiés. Et des réfugiés. Et sur la question de la stratégie électorale, peut-être, la façon de s'attaquer aux médias, de s'attaquer aux élites, est-ce qu'il n'y a pas là des convergences ? Effectivement, il y a une convergence oui, assez nette, mais qui n'est pas spécifique ni à Trump, ni à Orban, qui est assez proche aussi de ce que faisait Sarkozy. C'est la triangulation vers l'extrême droite, en fait. Donc effectivement, là, on a quelque chose d'assez similaire. Moi, j'ai envie aussi de comparer la situation américaine et la situation hongroise d'un point de vue un peu dynamique, c'est-à-dire que ce qui est quand même assez proche, moi en tout cas ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'on est dans quand même deux situations où on a la victoire d'une certaine droite contre une autre. Et de ce point de vue, ce qui m'a paru l'événement le plus marquant, c'est la victoire de Trump aux primaires des Républicains, et qui me renvoie aussi, par exemple, à la victoire du Fidesz, qui est devenu le parti hégémonique de la droite dans les années 90, contre la droite d'après-guerre, qui était plutôt chrétienne-démocrate, humaniste, et qui a une idée d'Europe, des civilisations, etc. C'était la droite du MDF. Et puis, en face, la même chose au niveau de la gauche, hein, c'est-à-dire des recompositions qui sont d'un côté avec une gauche sur le déclin, alors qui est sur le déclin pour des raisons propres à la trajectoire
de chacun des pays, mais quand même avec un épisode commun, c'est le tournant libéral de l'administration Clinton d'un côté et puis du MSP et du SDS de l'autre, en Hongrie, qui ont produit quand même des effets catastrophiques au niveau de la population. Et puis, pareil, toujours dans cette dynamique-là, l'existence d'une vraie envie de renouvellement politique à gauche, notamment autour des piliers de l'écologie politique et une forme de social-démocratie radicale que représentait très bien Sanders et qu'on retrouve aussi très bien en Hongrie, sauf qu'en Hongrie, ça n'a pas du tout de formulation politique. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que là, ça me rappelle également la Pologne, puisqu'on a effectivement la victoire d'une droite contre une autre. Oui, effectivement, ce que vous venez de dire fait aussi écho à la victoire, enfin au duel auquel on assiste depuis maintenant plus de 10 ans entre droit et justice et plateforme civique, qui ont tous les deux plus ou moins les mêmes origines et qui se sont distingués profondément au fur et à mesure, avec actuellement donc, droit et justice qui est au pouvoir. Pour revenir à votre question, il y a effectivement des points communs évidents qui ont été soulignés entre droit et justice et certains discours portés par Donald Trump pendant la campagne. Pour le moment, on en est réduit à parler de ce qu'il a dit et pas de ce qu'il a fait. On ne sait effectivement pas. Il y aura certainement un hiatus entre les deux. Et ce discours, effectivement, vous l'avez dit, anti-système, anti-élite. Ce discours aussi patriotique très fort, qui conduit à distinguer des bons patriotes de mauvais, qui distingue au sein de la population entre de bons Américains et des bons Polonais. Sous-entendu, il y en a des mauvais, il y en a des meilleurs que d'autres. Ça, on a aussi très fortement, c'est quand même un discours très clivant qui cherche à distinguer au sein de la société. Moi, je trouve que ça, c'est un vrai point de comparaison. Les réfugiés, bien sûr, le rapport à l'altérité, ça renvoie à ce que je viens de dire. La défense de la patrie, et puis aussi un peu, dans le cas polonais, très clairement, ce rapport au conservatisme sur les questions sociales. Là, au sein du Parti républicain, on retrouve aussi des points communs. Après, là, je dirais qu'il y a une divergence peut-être justement sur la sur vision de l'économie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que sur les questions de rapport à l'avortement, ce genre de choses, il semble qu'effectivement Donald Trump soit aussi sur une posture très conservatrice. Après avoir changé d'ailleurs à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, il y a aussi des différences qui me semblent très très fortes. Alors, bien sûr, il y a des différences déjà sur les systèmes politiques américains et européens et polonais en particulier qui rendent les comparaisons toujours un petit peu périlleuses. La grande spécificité de Donald Trump, c'est sa nouveauté. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est élu président des États-Unis en n'ayant jamais exercé antérieurement de mandat politique. Ça, c'est absolument pas le cas. Le Parti droit et justice, c'est un parti qui s'ancre dans l'histoire politique polonaise. Ses principales figures sont dans la vie politique polonaise depuis des années. On joue un rôle clé dans son histoire politique. Donc, ils mettent en scène aussi ce discours anti-système, anti-élite, mais ils sont clairement membres de l'élite polonaise depuis longtemps. Donc là, c'est une grande différence. Et effectivement, la principale différence, c'est le rapport à l'État, notamment dans son intervention dans l'économie, dans le social, où là, on n'a pas du tout, effectivement, de point de convergence. Il me semble qu'on a une vraie différence entre un parti droit et justice qui clame quand même un État fort, un État interventionniste, notamment dans les aides sociales, et Donald Trump qui a construit une partie de son discours quand même sur cette défiance, mais alors très américaine aussi, qu'il faut ancrer dans l'histoire politique américaine à l'égard de l'État fédéral. En 2 mots, le Fidesz là-dessus, sur justement la position économique Alors là, pour le coup, on est quand même sur quelque chose de complètement hétérodoxe, parce que ça ne correspond pas à des cadres auxquels on est habitué. Et je pense que ça s'explique en partie effectivement au rapport à l'État en Hongrie. Et alors, certains analystes, j'avais vu Jean Quatremer qui mettait Orban du côté des régulationnistes, des interventionnistes, parce que justement, il veut un État fort. Mais il me semble que c'est un État qui est peut-être fort, mais ce n'est pas un État qui est dans la redistribution des richesses, ce n'est pas un État qui est dans les solidarités, les protections. C'est un État plutôt qui se construit pour servir un pouvoir et qui aussi, il y a quand même une vision économique derrière. C'est assez proche d'une vision gaulliste de ce point de vue-là, c'est-à-dire de renforcer, de créer des champions nationaux pour aller ensuite chercher des marchés à l'étranger, etc. Mais c'est un État qui est mis au service d'une élite économique, d'une oligarchie qu'il faut construire. Parce que l'une des analyses profondes du Fidesz, c'est que les communistes ont détruit cette élite, etc., nécessaire, et que pour que le pays ne soit plus, la proie des étrangers, etc., il faut qu'ils aient leurs propres dominants, d'une certaine façon, leurs propres seigneurs qui mettent à pas la population. C'est là où on voit les limites de la comparaison, quand même les histoires des États, les histoires des compétitions politiques et les histoires des systèmes économiques sont tellement différentes entre l'Europe centrale et les États-Unis qu'il y a aussi des rapports profondément différents à ces questions-là. On peut difficilement comparer
à ce niveau-là les débats politiques, il me Non, semble. parce qu'il y avait aussi chez Orban un discours extrêmement libéral à un moment où aussi il fallait enlever les entreprises qui avaient été privatisées mais qui étaient restées finalement dans les mains des anciens dirigeants communistes, dont le fameux rival de Orban, Gyurcsány, qui s'est enrichi grâce au système de privatisation. Donc il y avait à la fois un discours qui consistait à dire libéralisons vraiment, c'est-à-dire ouvrons complètement le marché, alors ce qui correspond aussi à l'origine du Fidesz à l'époque où c'était des jeunes libéraux sortis des élites intellectuelles évidemment de l'époque, et après un discours où il y a aussi une intervention de l'État quand il faut, pour, comme on disait à l'instant, avoir des têtes de pont, des grandes entreprises qui réussissent, parce que il faut aussi que la Hongrie, alors là aussi il y a le discours nationaliste évidemment qui consiste qui est mis en avant par Orban perpétuellement. Je pense que s'il y a une convergence nette, et là-dessus je rejoins complètement Catherine Aurel sur le pragmatisme d'Orban, c'est avant tout un pragmatique, c'est-à-dire qu'il a des étiquettes en fait qui varient selon les échelles d'analyse que l'on selon le pouvoir local, national, européen ou international, il sera soit un populiste, soit un autoritaire, etc. Et finalement il est un peu tout ça et un peu pas tout ça. Il y a une très belle collection de casquettes. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait c'est avant tout un pragmatique, et je pense que le point commun avec Trump, je ne sais pas du côté de la Pologne, c'est que leur ennemi, c'est clairement l'Europe telle qu'elle s'est construite après la Seconde Guerre mondiale, en fait. C'est-à-dire une Europe des valeurs, un espace politique fort et intégré, et que, comme on le disait tout à l'heure, s'ils peuvent en venir à bout, pas des subventions qui sont redistribuées et qui permettent aux Fidesz d'ailleurs de se maintenir au pouvoir, ça c'est très important à souligner. Si ça reste, l'Europe, avec la soviétisation de Bruxelles, comme Orban aime le dénoncer, ça, ils aimeraient bien s'en débarrasser. Et si Trump pouvait les aider là-dedans, ce serait bienvenu. Et alors, autre chose aussi que je relève, notamment sur la Hongrie et la Pologne, c'est les attaques visant l'état de droit. On a vu donc le gouvernement du PiS, mais avant lui, le gouvernement Orban s'attaquer aux médias. En Pologne, ça a été notamment les licenciements à répétition à TVP, la télévision publique polonaise. En Hongrie, ça a été récemment la suspension de Népszabadság, j'ai du mal à le dire, mais c'était le principal quotidien de gauche en Hongrie, et il n'est pas reparu. Et puis on a eu aussi les attaques visant la justice, notamment les cours constitutionnelles, et ça aussi en Hongrie comme en Pologne. Alors est-ce qu'il faut craindre, étant donné certaines convergences idéologiques, et étant donné le ton de la campagne électorale de Trump, que du côté des États-Unis aussi, certaines institutions commencent à être visées? Qui se lance? Je pense que là, il faudrait demander à un spécialiste des États-Unis. Il me semble qu'on a quand même une séparation des pouvoirs aux États-Unis qui rend difficile d'envisager cela comme ça a été fait par exemple en Pologne. C'est vraiment une tentative de vraiment reprendre complètement en main l'institution. Après, subtilement, et Trump l'a déjà dit, par la nomination de juges, il va certainement changer l'orientation de la Cour suprême aux États-Unis. Mais ce n'est pas vraiment une remise en cause des équilibres constitutionnels. Je ne pense pas que ça soit qu'il en ait les capacités politiques à l'heure actuelle. Mais une nouvelle fois, je pense qu'il faudra demander à un spécialiste des États-Unis. Par contre, si sur cette question-là, il y a quand même un espoir de la part du gouvernement polonais que les États-Unis soient moins interventionniste. Enfin, non pas qu'il y ait un interventionnisme, ça reste un problème surtout européen, et ce serait surtout à l'Union européenne de prendre ses responsabilités sur cette question-là. Mais en Pologne, il y a effectivement un conflit relatif au tribunal constitutionnel, et il y a cette tentative de reprise en main par le gouvernement qui traîne depuis un an. Il y a une procédure pour infraction à l'état de droit qui a été initiée par la Commission européenne et qui est encore en cours à l'heure actuelle. Ce qui gêne profondément, effectivement, ce qui embête profondément le gouvernement qui refuse d'y répondre. Même si, d'une certaine manière, ça l'arrange, parce que ça lui permet aussi de montrer, regardez, ces tentatives d'intervention extérieure de Bruxelles. Et l'avantage, encore, du côté polonais, c'est que le président du Conseil européen n'est autre qu'un autre Donald Tusk, qui est l'ancien Premier ministre et le rival politique numéro 1 de Jarosław Kaczynski, donc le président du parti majoritaire à l'heure actuelle. Donc non seulement on pointe Bruxelles, mais en plus on pointe les ennemis politiques. Donc c'est très pratique d'une certaine manière que d'être mis à l'index par la Commission européenne. Mais néanmoins, c'est quand même un problème, effectivement, à plus ou moins court terme, cette procédure pour infraction à l'état de droit. Barack Obama, lors de sa dernière visite en Pologne, avait lui-même, dans un discours mentionné qu'il considérait que c'était problématique.
Hillary Clinton aussi, par la voix de son mari Bill Clinton, pendant sa campagne électorale, avait aussi fait part de son inquiétude quant à la situation en Pologne. Bon, on n'a jamais entendu ça dans la bouche de Donald Trump, et certainement que ça ne sera pas un problème. Mais bon, une nouvelle fois, je pense qu'il ne faut pas surestimer ce que ça va changer en Pologne que le changement de président aux États-Unis. Effectivement, ça crée un contexte international plus ou moins favorable, mais ça reste un problème résolument européen, celui du respect de l'état de droit en Pologne et en Hongrie. C'est pas un problème qui est forcément idéologique, c'est-à-dire que d'une certaine façon, en France, si on donnait les 2/3 du Parlement aux Républicains ou au Parti Socialiste, je pense qu'ils iraient, ils mèneraient leur agenda sans trop de difficultés. Et je pense qu'on oublie souvent que l'un des problèmes, notamment en Hongrie, c'est que les institutions ont été conçues avec un niveau d'équilibre qui permettait un blocage de l'opposition, sauf que l'opposition n'existe plus. Ou en tout cas, elle est complètement marginalisée. Et donc, ce qui a permis à une droite qui est quand même assez classique dans sa conception des choses, etc., d'aller aussi loin dans la remise en cause justement de l'état de droit, c'est tout simplement la situation institutionnelle hors norme à laquelle elle est parvenue. Et je voulais juste rebondir sur le Népszabadság. C'est important de se focaliser là-dessus, mais n'oublions surtout pas que ça, c'était d'une certaine façon, ils ont été sacrifiés, le Népszabadság, avec le symbole que ça a derrière, mais tout simplement pour reprendre davantage les journaux régionaux en main. Et que ça, c'est souvent quelque chose qu'on omet de mentionner, mais c'est la presse quotidienne régionale qui est réellement en danger, et c'est elle qui touche davantage, qui pénètre davantage le corps social que le Népszabadság, qui va être remplacé très facilement, effectivement, par la myriade de sites internet progressistes qui existent encore et qui sont assez vivaces en Hongrie. Oui, c'est important effectivement d'apporter ces précisions. Je n'ai pas précisé non plus sur TFAOP qu'évidemment, il ne s'agit pas seulement de licenciement de journalistes, mais évidemment d'une reprise en main de la ligne éditoriale qui est complètement pro-gouvernement, propice et qui ne tolère plus l'opposition et les débats contradictoires. Pour terminer, peut-être pour conclure, Catherine Aurel, est-ce que vous pensez que cette élection de Donald Trump aux États-Unis peut favoriser finalement ces droites conservatrices en Europe centrale? Je crois que c'est ce que nous avons, c'est ce que nous constatons pour le moment, c'est que dans tous ces pays, et alors là j'inclus également la Slovaquie, la Croatie, dont on n'a pas parlé, c'est un blanc-seing en quelque sorte. Tous ces dirigeants peuvent dire, ben voilà, écoutez, nous sommes dans une tendance qui est une tendance de fond, qui n'est pas seulement conjoncturelle, liée à chaque pays, liée à des partis particuliers qui seraient populistes ou autres. Et le fait que ce soit les États-Unis eux-mêmes, qui est quand même le point de référence pour un certain nombre de gens dans ces pays qui vont dans cette direction-là, permet à ces hommes politiques, à ces dirigeants, que ce soit Kaczynski, Orban et d'autres, de dire regardez, nous sommes dans la tendance, c'est ce que veut l'opinion, c'est ce que veut notre électorat, et donc il y a de leur point de vue, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Merci à tous les trois. À bientôt pour un nouveau débat international à Mediapart.